Salut, ici Valérie Baudouin. Tellement heureuse de vous retrouver et de débuter la toute nouvelle saison de ce balado. En tout cas, on manquera pas de sujet de discussion. En fait, j'aurais besoin d'un épisode complet simplement pour revenir sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais à la place, on va aborder ensemble, dans les prochains épisodes, des questions qui découlent justement des rebondissements et parfois bouleversements des derniers mois. Je me suis d'ailleurs inspirée des questions que vous m'avez posées. Le président Trump, 2.0, comme on peut l'appeler, a largement étiré l'élastique de la Constitution et testé plus d'une fois ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Le rôle du président semble avoir pris une importance incomparable et certaines décisions extrêmement controversées comme l'envoi de la garde nationale dans différentes villes américaines, la menace d'un troisième mandat ou encore les demandes directes au département de la justice pour des vengeances politiques amènent cette question, celle, je vais le dire, qui m'est posée le plus souvent. Est-ce que les États-Unis pourraient sombrer dans une dictature? Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say Okay. yes. Okay. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. I gotta say, this guy's unhinged. He's insecure. He's a wannabe dictator. Well, he's going to get a third term. So Trump 28, Trump is going to be president 28. Because he's the president of the United States and he does not honor the Constitution of the United States. The real constitutional crisis is taking place within our judicial branch. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. Every single order that is given to this United States military by this commander-in-chief is lawful. We need to finish what we started. And President Trump is the instrument, providential instrument to finish this job. There's one thing I really want to say to Donald Trump. If you come for my people, you come through me. So come and get me. Ça met vraiment la table, hein, ces extraits-là. Je salue tout de suite mes invités. Tout d'abord, Jean-Claude Lauzon, ancien délégué général du Québec à New York et à Washington. Bonjour, Monsieur Lauzon. Bonjour. Et bien sûr, Jean-François Lisée, auteur, ancien correspondant à Washington. Mon collègue aussi, je vais le dire, au mordu de politique à RDI. Bonjour, Monsieur Lisée. Bonjour. Bon, je vais vous faire réagir tout de suite à mes premiers extraits. On va commencer directement comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait sourire dans tout ce que vous venez d'entendre? Moi, je vais vous le dire, c'est Mamdani, cette fameuse déclaration dans le bureau ovale avec le nouveau maire de New York où on dit, ben vous c'est correct, tu peux m'appeler un fasciste. Il y a pas de problème avec ça. Je vais commencer, Monsieur Lauzon. Je vous ai vu réagir un peu à ce qu'on a entendu. Mais je pense qu'il faut peut-être regarder un peu l'histoire des États-Unis. C'est la plus vieille démocratie de la planète. En 1776, ils se sont donné une république, alors que tous les pays de la planète, que ce soit en Europe, en Asie, étaient des dictatures, des royaumes ou des empires. Et évidemment, cette démocratie-là a connu toutes sortes d'histoires. Ça nous a pris 100 ans, nous, au Canada, pour devenir une république aussi, ou une fédération indépendante de la couronne britannique. Alors, ils ont connu des périodes extrêmement magnifiques et des périodes extrêmement difficiles. Je pense à la guerre civile avec Abraham Lincoln. Je pense à la période en 1960 sous Kennedy et ensuite Lyndon Johnson, la guerre du Vietnam qui a séparé le pays en deux. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Est-ce qu'on est à côté du fascisme ou devant un fasciste? Oui. On pourra en reparler davantage. Alors, et la même chose pour ce qui est de le changement de la Constitution. Pour changer la Constitution américaine, ça prend 2/3 du vote du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc, en partant, c'est impossible. Et deuxièmement, ça prend 2/3 des États qui créent ce qu'ils appellent un conseil. Et ensuite, il faut que les 3/4 votent en faveur. Alors, il y a eu seulement deux changements à la Constitution depuis 1776. Alors, pour que le président Trump devienne président en 2028, ça va prendre, je ne sais pas quoi, mais je le vois pas. On en reparlera d'ailleurs justement de cet élément. On entendait d'ailleurs dans les extraits Steve Bannon dire, vous allez voir, il va avoir un autre mandat en 2028. Steve Bannon qui est l'architecte derrière la première victoire de Donald Trump. Monsieur Lisée, vous, avec cette introduction, qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est sûr que Donald Trump veut gouverner si possible avec les outils de la démocratie, mais pas nécessairement si les outils de la démocratie ne lui donnent pas le pouvoir. Donc, on sait très bien qu'il il a tenté de rester au pouvoir illégalement le 6 janvier 2021, lorsque l'électorat lui a montré la porte. Donc,
la question n'est pas posée. Nous savons qu'il a tenté d'organiser un putsch et il a échoué à organiser un putsch. Donc ça, on le sait. Ensuite, en 2024, il s'était organisé. S'il n'avait pas gagné l'élection, il aurait contesté et aurait créé un genre de chaos qui lui aurait permis d'être élu président par la Chambre des représentants. Donc, pour moi, il n'y a pas de question à savoir est-ce que M. Trump est-il un démocrate dans le sens de la démocratie? Non, il n'est pas un démocrate. Il préfère gagner. Bon, par exemple, et là, comme il a gagné l'élection de 2024, ben, il n'a pas eu besoin de la voler. Alors, c'est mieux, c'est quand même mieux. Bon. Et là, pour les élections de mi-mandat de novembre prochain, il déploie un maximum d'efforts pour le gagner. Mais la question qui est posée, c'est, mais s'il ne gagne pas, que fera-t-il? Et là, il y a toutes sortes de scénarios où, justement, il pourrait envoyer la Garde nationale dans un certain nombre de circonscriptions clés pour faire en sorte que le vote ne soit pas compté et qu'ensuite, il puisse demander à sa majorité à la Chambre des représentants de prendre le contrôle de la situation. Il y a évidemment aussi la question de la loi sur l'insurrection, l'Insurrection Act, qui lui donnerait les pleins pouvoirs. Il a commencé à normaliser l'idée qu'il pourrait invoquer cette loi à un moment, ce qui pourrait lui permettre de prendre le pouvoir ou de rester au pouvoir malgré la volonté électorale. Ce sont des tests qui sont devant nous. On va le savoir bien assez vite. Je veux vous entendre tous les deux. Je vais commencer avec M. Lauzon parce que vous avez été délégué général du Québec, bon, entre autres à New York. D'ailleurs, je vous avais rencontré, pour la petite histoire, la veille de la victoire de Donald Trump, où la plupart des gens se disaient est-ce que ce sera Hillary Clinton et tout ça. On était dans une toute autre époque, je vais dire ça ainsi. Vous avez donc là une partie dans l'administration Obama, une partie dans l'administration Trump lorsque vous étiez à New York. C'est quoi la principale différence pour vous entre Trump 1.0, je vais dire ça comme ça, et Trump 2.0? Il n'y a pas beaucoup de différence. Si on regarde le discours qu'il a prononcé quand il a été élu en 2016, c'est assez similaire à ce qu'il fait aujourd'hui. La différence, c'est la vitesse avec laquelle il agit. Et ça crée, évidemment, moi, au moment où il a été élu l'an dernier, j'ai dit on va observer un grand nombre de feux d'artifice. Un ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis m'a dit, Jean-Claude, Washington, c'est le plus grand théâtre de la planète. Et on a un acteur présentement à la Maison-Blanche qui sait comment jouer sur les planches. Alors, c'est un maître des médias, c'est un maître des feux d'artifice et ça va continuer. Une chose qui le hante et qu'il souhaite réaliser, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Oui. Alors, il déploie des efforts considérables. Puis là-dessus, on doit lui rendre hommage. Je ne suis pas d'accord du tout avec le personnage et je n'aurais jamais voté pour lui si j'étais américain. Mais il reste que la paix qu'on observe entre Israël et la bande de Gaza, ce qui est en train de se décrire présentement avec la Russie et l'Ukraine, bien, je pense qu'on peut le remercier des efforts qu'il fait de ce côté-là. Est-ce qu'il le fait pour la bonne chose ou est-ce qu'il le fait pour avoir la médaille en Scandinavie? On verra. Alors, tout ça pour dire... Et avec les bonnes méthodes aussi. Bien, dans la façon de faire, oui. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais l'électorat américain, je pense, et moi, je passe, comme vous le savez, je passe 5 mois par année aux États-Unis, que ce soit en Floride ou à New York ou à Philadelphie. Et j'ai des amis républicains, j'ai des amis démocrates. Et j'ai même siégé au conseil de notre projet, notre condo en Floride, au conseil d'administration, avec des républicains et des démocrates. Et plusieurs me disent, Jean-Claude, les États-Unis, il y a 3 groupes d'électeurs. Il y a les électeurs qui ont voté pour les démocrates, il y a les électeurs qui ont voté pour Donald Trump, mais ils sont divisés en deux, ces gens-là. Il y a le groupe pur et dur de MAGA, qui est la base là, avec laquelle M. Trump s'amuse follement. Mais il y a une autre partie d'électorat trumpiste qui se questionne beaucoup sur la façon de faire et qui ne se reconnaissent plus dans la façon dont l'État est mené actuellement. Alors, où tout ça va nous mener, je ne le sais pas. Est-ce que c'est la description ou la définition d'un fasciste? C'est autre chose. On pourra revenir sur les fascistes qu'on a connus dans le passé. Alors, c'est un peu ma vision. Alors, pour moi,
la partie dure ne changera pas de MAGA. Les démocrates ne changeront pas non plus. Mais c'est la partie plus soft, plus molle des républicains qui ont voté pour lui et qui se questionnent actuellement sur sa façon de faire. Oui, les républicains, il y en a qui m'ont déjà dit on s'est un peu bouché le nez en votant pour Donald Trump parce qu'on n'aime pas le Parti démocrate, puis l'autre seule option qu'on a, c'est le Parti républicain. Monsieur Lisée, pour vous, les grandes différences entre le premier mandat de Donald Trump, le deuxième mandat, j'ai l'impression qu'on est plus professionnel, on est mieux préparé que la première fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Il faut savoir que Donald Trump ne s'attendait pas à gagner l'élection de 2016. On le voit qu'il regarde les résultats sur les écrans et il est étonné de gagner. Lui, il pensait que c'était une énorme campagne de promotion de sa marque de commerce Trump et cela suffisait. Donc, il n'était absolument pas préparé. Il ne savait pas qu'il allait gouverner. D'ailleurs, au début, il n'aimait pas du tout être à la Maison-Blanche. Ça a été quelque chose qu'il a acquis avec les mois et les années. Mais donc, oui, pour le deuxième mandat, ils avaient une préparation vraiment extraordinaire. Probablement, sauf Franklin Roosevelt, le président entrant le mieux préparé. Ils avaient déjà les décrets qui étaient écrits, le nombre de gens qui allaient installer, à quel endroit, de quelle façon, avec le projet 2025, les think tanks de droite, là, ils avaient très haut niveau de préparation. Et aussi, dans le premier mandat, il s'était entouré des gens qui étaient disponibles, qui étaient des républicains traditionnels, qui lui disaient tous les jours « vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça », et qu'il réussit à imposer une partie de sa volonté, mais pas la totalité de sa volonté. On a même ce récit d'un de ses conseillers qui voit qu'un autre conseiller pro-Trump a laissé sur son bureau un décret ou un document à signer et qui le subtilise pour l'empêcher de prendre cette décision-là. Alors, dans le deuxième mandat, c'est plus ça du tout. Il n'y a que des gens qui sont là non seulement pour lui dire oui, mais pour lui dire d'aller plus loin. Alors donc, c'est pourquoi il est beaucoup plus expéditif, il est beaucoup plus actif, il réussit à appliquer toutes ses idées, et les bonnes et les mauvaises, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir autour de lui. Et aussi, les contre-pouvoirs qui pourraient fonctionner, c'est-à-dire la Cour suprême et le Congrès. Le Congrès, les républicains maintenant sont unis derrière lui, à quelques très petites exceptions près, et donc ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. Et la Cour suprême, il a une majorité conservatrice qui, dans presque tous les cas, lui permet d'étendre son pouvoir au-delà de ce que les présidents antérieurs pouvaient avoir comme pouvoir. Oui, c'est ça. Quand je disais d'entrée de jeu, on a étiré l'élastique de la Constitution. On est vraiment en mode test parce que, si vous vous souvenez, première journée du mandat Trump, le deuxième, on signe des décrets même dans un aréna. Là. On est avec le Sharpie se fait aller, si vous me permettez l'expression. On en signe, une quarantaine la première journée. Là, on en a signé plus de 200 au moment où on enregistre cet épisode. C'est pas commun. Le Congrès, on a élu, et je rebondis sur ce que M. Lisée vient de dire, on a élu des gens avec un rôle de représenter les électeurs, de représenter leur circonscription ou leur État, si c'est des sénateurs. Est-ce que ces gens-là sont en train de remplir leur rôle ou on est en train de donner juste les clés de tous les pouvoirs à M. Trump? Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre c'est quoi la mentalité des Américains. Les Américains regardent les gouvernements, en général, sont un peu hésitants par rapport au gouvernement et on ne dit pas à un Américain quoi faire. Moi, ça fait 50 ans que je travaille aux États-Unis et je peux vous dire que j'ai appris ça de longue date. J'ai travaillé avec McGraw-Hill, j'ai travaillé avec un grand nombre d'entreprises aux États-Unis. Alors, l'électorat américain a une force et ce qui a contribué au fascisme à se développer principalement en Europe au cours du 20e siècle, qu'on pense à Hitler, à Staline, à Mussolini, à Salazar, à Franco, les peuples étaient pauvres, n'avaient plus de nourriture et étaient désemparés avec des taux de chômage de 30-40 %. C'est pas ce qu'on observe présentement aux États-Unis. Les Américains, oui, il y en a qui sont pauvres, oui, il y en a qui ont de la difficulté, comme ici. Mais dans l'ensemble, la majorité des gens vivent, ont une voiture, 2 voitures, vont au football, mangent bien et envoient leurs enfants à l'école et à l'université. Alors, le terreau, au niveau de la base et au niveau des États, est peut-être pas fertile à accepter que quelqu'un devienne un fasciste.
et dans le sens le plus pur du terme, comme on l'a observé, comme je disais tantôt. Alors, je ne vois pas ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dérangé par ce qui se passe. Ça m'horripile de voir les gestes qui sont posés. Et je suis d'accord avec ce que M. Lisée vient de dire au niveau de tout ce qui se fait. On n'est pas habitué à cette façon de faire-là. On n'est pas habitué à avoir un président qui commente des choses pas importantes et qui entre guillemets, peut-être oublie les choses les plus importantes. Alors ça, on est vraiment pris de court. Mais il y a une brèche que je vois. L'élection de Mandami à New York est un message important. L'élection des 2 gouverneurs, que ce soit au New Jersey, en Virginie, les lieutenants-gouverneurs, les chefs des services judiciaires, sont des messages importants. Et il y a 5 ou 6 éléments qui vraiment commencent à changer la donne au niveau de... C'est pas pour rien que M. Trump a reçu M. Mandami à New York, à Washington. Il voulait lancer un message d'ouverture parce qu'il sent qu'il y a une partie de sa base qui est fragilisée un peu. Monsieur Lisée, vous avez été correspondant à Washington, entre autres pour la presse, dans une des administrations Reagan. Si on pouvait parler à M. Reagan, là, je suis dans l'ésotérique un peu aujourd'hui. Il revient à la vie, on lui parle dans l'au-delà, je ne sais trop. Qu'est-ce qu'il penserait de son parti, vous croyez? Là? Je sais que vous n'êtes pas Reagan vous-même, mais vous avez quand même connu ce président-là. Vous l'avez étudié. Et est-ce que c'est son parti qu'on voit actuellement à l'œuvre? Ben, évidemment, pendant le gouvernement Reagan, on pensait qu'il était très à droite et maintenant, on s'ennuie de lui. Ça, c'est comme les gens pour George W. Bush qui le détestaient à une certaine époque et là, qui se disent, mon Dieu, qu'il était sympathique, on aimerait ça l'avoir à la présidence. C'est ça. Alors, on pense de Richard Nixon ou Gerald Ford ou Ronald Reagan ou George Bush le premier et peut-être même le deuxième, en ce moment, ne pourrait pas gagner une primaire pour être candidat républicain ou que ce soit aux États-Unis. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment à droite. Et en fait, ils sont restés conservateurs, par exemple, sur des éléments où est-ce que Donald Trump est un conservateur? Ben, ça dépend du jour. Est-ce que c'est un jour pair ou c'est un jour impair? Ça dépend de ce qu'il a décidé de faire ce jour-là. Alors, donc... oui, Ronald Reagan, par exemple, sur l'avortement, était contre l'avortement, mais était beaucoup moins actif que ne l'a été Donald Trump. Il a augmenté des impôts. Il y a un moment où il a augmenté des impôts parce qu'il pensait que c'était important. Richard Nixon avait même proposé une forme d'assurance maladie, ce que Trump a constamment voulu revenir sur l'Obamacare. Alors, donc, on est dans un mouvement de culte de la personnalité. Hein, la politique américaine, c'est pas une politique maintenant qui est idéologique, c'est une politique qui est personnelle. Et M. Trump a réussi à fédérer un certain nombre d'éléments, mais pour gagner, et ensuite a transformé le parti à son image. Et il est clair maintenant que si quelqu'un s'oppose à lui à l'intérieur du Parti républicain, il va perdre son poste lors de la prochaine primaire. C'est ce qui s'est passé à Marjorie Taylor Greene. Elle a dit, bon, ben, c'est sûr que maintenant que j'ai contredit le président, il va s'opposer à moi dans ma primaire pour être dans mon investiture et il va y avoir des millions de dollars qui vont être dépensés pour me salir. Et donc, je préfère me retirer. Alors, c'est comme ça que le système fonctionne. Maintenant, il a cadenassé le Parti républicain. Mais comme dit M. Lauzon, là, sa popularité commence à baisser de façon significative parce que les Américains l'ont surtout élu pour le prix des œufs. Ils voulaient que les choses coûtent moins cher. Elles ne coûtent pas vraiment moins cher. En certains cas, elles coûtent plus cher. Et donc, il y a beaucoup d'insatisfaction. Et là, la question qui se pose, c'est si les élections se déroulaient démocratiquement, il perdrait l'élection de l'an prochain et il perdrait en 2028, lui ou son parti. Il y a différentes manigances possibles pour qu'il soit candidat sans changer la Constitution. Ça, M. Lauzon a raison. C'est impossible de la changer, mais on peut essayer de contourner le truc. Alors, donc, est-ce qu'il va se soumettre à la démocratie ou non? Ça va être le test
qu'on va vivre bientôt. Et la question de est-ce que c'est un dictateur ou non, je pense qu'on peut aussi la modifier en disant est-ce que justement il y a des dérives autoritaires. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table de dire qu'il y a des décisions qui ont été prises, le langage qui a été utilisé, ça c'est, je peux le dire même de façon objective, que c'est un langage qui pourrait être emprunté à des leaders autoritaires. Est-ce que pour vous, par contre, les piliers de la démocratie sont peut-être affaiblis, mais est-ce que les piliers de la démocratie tiennent? Et là, je parle, oui, du Congrès. Je parle aussi de la branche judiciaire. Est-ce que, M. Lauzon, pour vous, on sombre pas justement dans une dictature parce que ça tient toujours? Oui, il y a ça. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier les gouverneurs. Il y a 50 gouverneurs aux États-Unis. Ce sont des États qui sont unis. Alors, ils se sont donné une constitution, un drapeau et tout ça, mais les gouverneurs ont énormément de pouvoir. Ces gens-là se réunissent 2 fois par année, la National Governors Association. J'imagine, M. Lisée, quand vous étiez à Washington, vous avez dû assister à ces rencontres-là. Et c'est un groupe extrêmement important. Ils se réunissent 2 jours à Washington, et 2 en février, et 2 jours l'été dans un autre État. J'avais même réussi à pouvoir organiser une de ces rencontres-là avec les premiers ministres du Canada à Québec. Alors, ce qui n'a pas eu lieu parce que je suis parti, c'est parti aux oubliettes. Mais il reste que c'est Larry Hogan, qui est un gouverneur républicain du Maryland, qui était président de la National Governors Association à ce moment-là. Alors, les gouverneurs ont beaucoup d'influence et les maires des grandes villes ont également beaucoup d'influence au niveau de la politique américaine. Quand je disais tantôt que Washington, c'est un théâtre, c'est le plus grand théâtre, c'est vrai. Puis on a un comédien qui joue un rôle spectaculaire à ce niveau-là, de façon positive ou négative ou épouvantable. Mais il reste qu'au niveau de la démocratie américaine, la base, ce sont d'abord les villes et les États. Et ça continue de jouer un rôle, d'un équilibre par rapport à ce qui se passe à Washington. Et il ne faut pas négliger... Tu sais, quand j'entends la gouverneure Hochul ou le gouverneur Newsom manifester des choses importantes, quand j'entends les 2 nouvelles gouverneurs élus en Virginie et au New Jersey envoyer des messages clairs à Washington, bien, je me dis, en quelque part, il y a un mouvement là que M. Trump ne peut pas négliger. Oui, parce qu'il y a des gouverneurs républicains qui ne sont pas non plus, je veux dire, des pur sang MAGA, là, qui sont des républicains un petit peu plus traditionnels. M. Lisée, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, des millions de personnes ont manifesté il y a quelques semaines aussi. Donc, il y a de la résistance, c'est pas unanime. Maintenant, les leviers du pouvoir sont entre les mains du président américain. Et donc, même si les gouverneurs, donc Newsom, les gouverneurs d'Illinois ne veulent pas qu'il envoie la garde nationale, il envoie la garde nationale quand même. Même si c'est très... ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses qu'on utilise même l'armée. Parce que la garde nationale, ce sont des gens qui ont un emploi et qui sont mobilisés pour faire des choses dans la garde nationale, genre de réserve. L'armée elle-même ne doit pas être utilisée sur le territoire américain. Le président a déclaré que ce serait le cas, qu'il pouvait le faire, il pourra le faire. Et pour l'instant, il n'a pas décidé de le faire. Il a modifié dans la structure au Pentagone, il a changé, il a fait une purge finalement des gens qui pouvaient résister à sa volonté. Donc, il a mis l'armée à sa main au cas où il en ait besoin pour affirmer son pouvoir. Et puis, évidemment, il utilise le ministère de la Justice pour essayer de poursuivre ses opposants politiques. Ce n'est pas facile parce qu'effectivement, dans l'appareil judiciaire, il y a des gens qui font leur travail et qui bloquent un certain nombre de ces actions, mais il fait quand même des progrès considérables par rapport à la situation antérieure. Alors, l'idée du fascisme, moi, je n'ai pas trop utilisé le mot parce qu'il est très connoté à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais l'idée principale, comment est-ce qu'on passe d'un régime autoritaire à un régime dictatorial, c'est lorsque la démocratie ne fonctionne plus et aussi la liberté de la presse. Ce sont 2 éléments. Là. On sait qu'on est en dictature s'il n'y a plus de vraies élections. Il peut y avoir des élections truquées, comme en Russie. Il y a toujours des élections en Russie. Quand il n'y a plus de vraies élections, puis quand il n'y a plus de vraie liberté de la presse,
ça, c'est le moment où on bascule dans la dictature. Pour l'instant, nous n'avons pas basculé dans la dictature aux États-Unis, mais certainement, on est dans l'autoritarisme. Ensuite, l'avenir le dira. Est-ce que c'est... Je trouve ça assez fascinant. Puis je me questionne et je me tourne vers M. Lauzon qui, pour la petite histoire, a un diplôme en psychologie. Si M. Lisée, vous le savez pas, alors je trouve ça très utile pour la discussion d'aujourd'hui. Bien, je ne vais pas vous demander de jouer au psychologue, mais vous allez comprendre ma question. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça, cette admiration ouverte pour des dictateurs? Parce que Donald Trump l'a dit, là, il admire Vladimir Poutine, il va admirer Xi Jinping. Il y avait cette correspondance, voire cette bromance, comme on l'a qualifié, avec le leader nord-coréen. J'ai même pas de mots pour décrire. C'est assez particulier, ça. On n'a pas vu d'autres présidents dire, moi, j'admire le fait qu'on peut limiter certaines choses ou la presse ou autres, comme on voit en Russie, là. Écoutez, c'est un deal maker. Il se définit comme étant un deal maker et il voit son rôle à la présidence comme étant quelqu'un qui fait des deals. Mm-hmm. Alors, c'est la raison pour laquelle il hésite à supporter les organismes mondiaux où il y a beaucoup de parlotage puis peu d'action et il préfère y aller un par un. Mm-hmm. D'ailleurs, dans ses négociations présentement, que ce soit avec le Japon, que ce soit avec la Chine, que ce soit même avec le Mexique ou le Canada, c'est la façon dont il agit. Alors, c'est un transactionnel, ce qui est une nouvelle façon totale de faire les affaires Absolument. Au niveau mondial aux États-Unis. D'ailleurs, il y a plusieurs thèses de doctorat qui ont été écrites là-dessus récemment, qui vont être publiées dans Great Decision. Si vous avez été aux États-Unis, vous devez connaître le Foreign Policy Association à New York, qui publie à chaque année Great Decisions. Michael Sabia est membre du Conseil du Foreign Policy. J'ai passé 1 heure avec le président Noel Latif dimanche en prévision de notre rencontre d'aujourd'hui. Et je vais donner des cours sur les relations Canada-États-Unis au Baruch University, au doctorat en mars. Alors, tout ça pour dire que c'est un transactionnel, c'est un narcissique, c'est quelqu'un qui est centré sur lui, centré sur son image, et il souhaiterait avoir sa figure sur une des montagnes à côté des 4 présidents dans l'Ouest américain. Oui. C'est sûr qu'il vise la médaille du prix Nobel, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Vous venez de dire qu'il est transactionnel, Donald Trump. Alors, malgré le climat politique, on en parle depuis le début de ce balado, on continue quand même de faire des affaires avec les États-Unis. On a 16 000 entreprises au Québec qui travaillent à tous les jours avec les États-Unis. Le Québec vend autant de produits et de services au Kentucky, un petit État de 4 millions de personnes, qu'à la France. Pensez-y 2 secondes. On vend plus à l'État de New York, puis je rentre même pas le contrat de 25 milliards qu'on a négocié avec Hydro-Québec et la Ville de New York. Moi, j'ai travaillé à tous les jours là-dessus. Et juste avec l'État de New York, on vend plus à l'État de New York qu'on vend à l'ensemble de la communauté européenne et le Japon réunis. Donc, c'est un client majeur. Et les 16 000 entreprises du Québec là, qui travaillent à tous les jours avec les Américains sont aux prises avec cette question-là, puis hésitent à aller aux États-Unis, sont inquiets et tout ça. J'essaie d'apporter un peu de nuance dans ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que M. Trump fait, pas du tout, pas une seconde. Mais en même temps, il faut savoir composer avec la réalité de notre principal client. Et c'est notre client à côté de chez nous. C'est pas pour rien que c'est notre principal client. Il y a une proximité extraordinaire. Alors, ça fait des années, des dizaines, des centaines d'années qu'on fait des choses ensemble. Puis il y a des entreprises du Québec qui réussissent de façon extraordinaire aux États-Unis. Et la même chose au niveau de nos artistes. Alors, je pense à Robert Lepage qui a lancé sa carrière mondiale à Brooklyn. Je pense à Céline Dion, je pense au Cirque du Soleil, je pense à Yannick Nézet-Séguin. Vous le savez, à l'opéra, j'y vais depuis 58 ans maintenant. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des liens. Louise Penny, qui est l'autrice québécoise, canadienne. La vie d'Hillary Clinton. La plus lue dans le monde du Québec. Et quand elle lance un livre à New York, à Barnes & Noble, à Union Square, il y a 400 personnes dans la salle. Ça dure 3 heures. Il y a même des tours organisés qui sont organisés pour aller visiter le village de Three Pines, dans le bout de Knowlton, qui n'existe pas, là, mais qui existe, pour voir où l'inspecteur Gamache vit. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des liens étroits. Et
On oublie souvent qu'il y a le tiers des Canadiens français entre les années 1885 et 1900. Un tiers, 1 million de Québécois sont allés travailler aux États-Unis. Moi, il y avait une sœur de ma grand-mère qui a vécu dans le Bronx. Alors, il y a des liens qui sont là. Et ça, on ne pourra pas défaire ça du jour au lendemain. Monsieur Alizé, si on revient justement, je vais en profiter pour parler un peu du Québec, du Canada. Pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui, de dire est-ce qu'il y a une dictature chez nos voisins, est-ce qu'on a une dérive autoritaire et tout ça? Il y a des gens qui s'inquiètent à savoir, bon, pour aller aux États-Unis, la première des choses. Et la deuxième, est-ce qu'il pourrait y avoir des courants qui viennent ici? Bon, il y avait par rapport à l'extrême droite, il y a plein de choses, mais est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à la situation politique aux États-Unis qui pourrait, là, je mets de gros guillemets, contaminer un peu ce qu'on vit, nous, ici, de ce côté-ci de la frontière? J'ai des inquiétudes qui sont très mesurées parce que la capacité du corps social et politique québécois à résister aux tendances extrêmes est très forte. Le Canada, un peu moins, mais quand même. Puis on a vu que le Parti conservateur canadien avait en son sein un élément très pro-Trump, qui est toujours là, mais la majorité des conservateurs canadiens, à cause de ce qui s'est produit avec la guerre commerciale, entre autres, est elle-même critique de Trump. Ce qui fait que Trump préfère Carney à Poilievre, c'est quand même un élément important. Non, au Québec, on n'a pas d'extrême droite, puis, sauf des groupuscules, là, mais on n'a pas d'extrême droite politiquement organisée, puis on n'a pas d'extrême gauche politiquement organisée. Et je pense que ça tient plus à notre façon d'être socialement et politiquement. Et donc, on a une capacité de résistance très forte. Évidemment, il y a des Trumpistes, je les vois tous les jours sur mon fil X, etc., mais je ne pense pas qu'on a le moindre danger d'avoir une expression politique significative qui reprenne ici les thèmes de Trump et au Canada non plus. Mais évidemment, comme dit M. Lauzon, peu importe ce qui se passe dans l'organisation interne des États-Unis, ça va rester notre principal client, hein, et on va continuer à acheter des choses chez eux, que ce soit une dictature ou une démocratie, ça va continuer. Ça peut compliquer les choses. On sait que notre industrie forestière est vraiment exsangue à cause de l'ampleur des tarifs américains. Donc, ça peut nous obliger ça peut nous appauvrir, tout simplement. Ça peut nous obliger à nous réorganiser. C'est sûr qu'on peut chercher des débouchés ailleurs, mais ce sera toujours à la marge. C'est impossible de remplacer le client américain. On peut juste amoindrir sa portée, mais ça va toujours rester notre principal client. Donc, la question est de savoir, est-ce que dans l'après-Trump, même avec un autre républicain, il serait possible d'apaiser les tarifs commerciaux. Et puis pour le reste, ce sera à chaque Québécois de décider s'il passe ses vacances dans une dictature ou s'il va au Saguenay à la place. Puis on ne peut pas changer la géographie. Hein? Vous avez raison tous les deux, dans le sens qu'on va continuer de faire du commerce avec les États-Unis. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie. Notre voisin, c'est qui? Ce sont les Américains. Alors, je vois toujours les gens qui disent, oui, il faut faire du commerce avec de nouveaux marchés, tout ça, mais on a quand même une réalité géographique qu'on peut pas négliger. Je veux revenir un petit peu à notre sujet, à la menace à la Constitution. Bon, quand je dis on étire l'élastique, je reprends cette expression-là. Cette idée du troisième mandat, là, vous l'avez très bien dit, M. Lauzon, la Constitution, c'est extrêmement difficile à modifier. Moi, il n'y a aucun scénario que je vois où, dans un avenir rapproché, même un avenir lointain, on va faire des amendements à la Constitution, surtout pour plus d'un mandat. Est-ce que c'est pas en soi, même s'il n'y a pas de troisième mandat, juste d'en parler, c'est pas aussi un petit peu inquiétant pour la démocratie, juste d'avoir un discours ouvert du président qui laisse la porte ouverte, après ça, dans une autre entrevue, la ferme, mais de dire, oui, j'aimerais ça peut-être faire un troisième mandat. Est-ce que ça, en soi, même si on le fait pas, c'est quand même inquiétant pour la démocratie? Bien, moi, je reviens au rôle d'acteur sur les planches du théâtre. Alors, il s'adresse à son public. Il ne s'adresse pas aux Américains. Il s'adresse à son public, leur fait plaisir en démontrant ses muscles et ses façons de faire. Est-ce qu'il le pense réellement? Je ne pense pas. Par rapport au 51e État, ça, c'est une autre question. Parce qu'on a des ressources ici au Québec, au Canada, que les États-Unis vont vouloir avoir d'une façon ou d'une autre. Je pense à nos
nos terres rares, les minéraux spéciaux que la Chine utilise de façon extraordinaire présentement et qu'on commence à vouloir utiliser ici. Je pense à l'eau. L'eau qui, pour nous, est un bien qu'on a, mais quand le fleuve Colorado ne coule plus, bien, ça commence à créer un problème important aux États-Unis. Donc, je ne sais pas, moi, je reviens au fait qu'il s'adresse d'abord et avant tout à sa base. Il ne s'adresse pas à l'ensemble des Américains, il s'adresse à sa base, et sa base, à mon avis, représente à peu près entre 30 et 33-35 et je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Lisée vient de dire par rapport à ce qui se passe au Canada et au Québec. Je pense qu'on a la résistance naturelle de vouloir ne pas sombrer dans ce genre de discours-là. Monsieur Lisée, vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, il y a différents scénarios qui sont étudiés pour le troisième mandat. Steve Bannon, je le disais tout à l'heure, l'architecte lui, c'est un homme d'extrême droite, architecte de la première administration Trump. Il a dit non seulement on a des plans, mais c'est aussi, il y a comme une espèce de mission divine. Hein? Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump doit absolument avoir un troisième mandat. Vous en pensez quoi? Ben, je n'ai pas parlé à Dieu récemment pour savoir si c'est vrai. Je vous ai demandé aujourd'hui de parler de Reagan qui est décédé aujourd'hui. Là, on parle à Dieu. Bon. Alors, donc, le scénario qui est avancé, c'est celui de la vice-présidence. Alors qu'en 2028, J.D. Vance, par exemple, ou Marco Rubio, enfin, un des deux serait le candidat à la présidence et M. Trump serait candidat à la vice-présidence. Et une fois l'élection, et je suppose la sermentation faite en janvier 2029, le président, disons Vance, démissionnerait et ainsi le vice-président Trump deviendrait président. Ce serait une façon de contourner la Constitution, mais tout le monde saurait ce ne serait pas un secret, là. La campagne se ferait comme ça. Un peu comme Vladimir Poutine, pendant un mandat, était devenu le premier ministre et avait laissé son premier ministre être président en attendant de changer la Constitution, ce qui était quand même plus facile à faire en Russie qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un scénario. Puis il y a le scénario aussi de dire, en fait, M. Trump dit « Mon premier mandat a été volé par les démocrates et par les impeachments, etc. Donc, en fait, j'en ai eu juste un, premièrement. Puis deuxièmement, peut-être que la Constitution, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas faire 2 mandats consécutifs, mais les miens ne sont pas consécutifs. C'est pas ce que dit la Constitution. Mais s'il y a des gens à la Cour suprême qui acceptent de dire que c'est ça qu'elle dit, hein, finalement, c'est eux qui auront raison. Ils ont déjà dit que s'ils commettaient des crimes dans le cadre de ses fonctions, ils ne pouvaient être poursuivis. Ça, c'est une décision absurde. On ne pensait pas que 5 juges de la Cour suprême livrerait une décision aussi absurde. Donc, il n'est pas impossible qu'il décide de façon absurde que c'est deux mandats consécutifs, donc il a le droit à un autre. Alors, il y a ces choses-là qui sont toujours dans le portrait. Mais l'autre question, c'est est-ce que ça lui tente, lui, d'avoir un autre mandat? Voilà. Et de le voir, parfois, en parler, ne pas en parler, montre que peut-être qu'il n'est pas certain que ça lui tente. Et ça, c'est une décision qu'il va prendre probablement en 2027. Bien, je veux juste rebondir. Je mets le chapeau de l'analyse de politique américaine parce que, justement, ça prendrait, dans les 2 scénarios que vous avez évoqués, M. Lisée, des juges à la Cour suprême qui sont en quelque sorte, entre guillemets, complices ou qui ont une nouvelle interprétation de la Constitution. Parce que même pour cette idée de vice-président qui devient président, dans l'interprétation qu'on en fait actuelle, des spécialistes de la Constitution américaine disent, bien, un vice-président doit avoir les mêmes critères qu'un président. Donc, en théorie, on retourne au 22e amendement de dire on ne peut pas faire 2 mandats. Donc, autant le scénario russe, on va l'appeler comme ça, là, le scénario inspiré de la Russie, ou le scénario de dire, ben, on interprète la Constitution en disant c'est 2 mandats consécutifs. Ça serait vraiment un revirement de situation. Là. Les juges à la Cour suprême sont... Il faut qu'il y ait 5 personnes qui disent oui. Mais il faut que 5 personnes disent grave. oui à la fin. Ben oui, mais moi, je trouve ça extrêmement grave qu'on dise qu'ils puissent commettre des crimes sans être poursuivis pendant ses fonctions de président. Et ça, il y a 5 personnes qui ont dit oui.
Oui, ça, c'était la décision de la Cour suprême, justement, dans la foulée de toutes les accusations criminelles de M. Trump, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas suivi. Il y avait ces documents aussi classifiés qu'on avait retrouvés à Mar-a-Lago. Là, vous avez peut-être l'image de ça dans la salle de bain, derrière le rideau de douche. Il y avait tout ce qui touche, justement, la tentative de renverser les résultats de l'élection de 2020. Et on a dit, et c'était même l'exemple qui avait été dit en cours, si on fait assassiner un adversaire politique par les Marines américains, c'est une commande politique. Est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations? Puis là, c'est comme pas clair la réponse, en voulant dire, c'est dans le cadre des fonctions, on peut faire, vous avez raison, M. Lisée, à peu près tout ce qu'on veut. Bon, ça, La réponse était claire. La réponse est oui, et le seul remède, c'est l'impeachment. Oui, voilà. Alors, si tu contrôles ta Chambre des représentants, donc, il n'y a pas de conséquences. Oui, mais est-ce qu'un impeachment, une destitution est possible dans l'état politique actuel? Non, je pense que non. C'est non. Alors, absolument. Donc, il est libre de le faire. Alors, c'est pourquoi ces scénarios-là, donc c'est sûr que ce qui se passerait techniquement, c'est qu'il décide de se présenter comme vice-président ou de se présenter comme, les républicains lui donnent la nomination pour un troisième mandat. Là, évidemment, les CLU et les démocrates, etc., vont en cour pour dire qu'il n'y a pas le droit, et ça monte jusqu'en Cour suprême, et c'est eux qui vont décider s'il a le droit ou non. Ça va toujours finir comme ça. Alors, il peut le tester. Il faut faire attention. On est dans les hypothèses présentement. Et je pense que ce que M. Lisée a dit, quand en 2027, 2028, M. Trump aura 81, 82 ans. Et même si tous les scénarios dont on vient d'évoquer arrivaient, comment le peuple américain va-t-il réagir? Ce peuple-là s'est déjà révolté et a le goût de voir son pays continuer à se développer et réussir et jouer un rôle important autour de la planète. Alors, je ne sais pas. Moi, je suis hésitant pour m'avancer trop dans ces hypothèses-là. Ce que M. Lisée vient de nous dire est tout à fait exact. Et il y aurait de quoi écrire des livres et des thèses là-dessus. Mais au niveau de la réalité terrain, avec les électeurs américains et avec les gouverneurs, je reviens à toute la notion des gouverneurs et des villes, et jusqu'à quel point l'armée suivrait-elle ces recommandations-là. On a vu les images des gens qui ont dénoncé l'idée de faire des gestes illégaux qui ne répondent pas à ce que la Constitution décrit. Monsieur Lisée, vous, sur les commandes politiques, est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans un gouvernement ici au Canada, de dire, voici les gens que je considère qui méritent la prison ou ils méritent d'être accusés, et de faire une commande comme ça sur les réseaux sociaux, là, pas un scandale qui est par des sources anonymes ou je ne sais trop, là. C'est sûr que de façon feutrée, puis à demi-mot, puis il y a toujours eu des commandes politiques, puis essaye donc de voir si... Bon. Mais là, ce qui est remarquable dans le cas de Trump, c'est qu'il le fait ouvertement, il le fait dans des discours, il le fait sur son réseau social, quoique on nous a dit ensuite, je ne sais pas si c'est vrai qu'en fait, lorsqu'il a demandé à Pam Bondi de faire ses poursuites, il pensait envoyer un message privé. Puis oui, est-ce que c'était un texto à sa procureure générale ou c'était sur... Bon, ça nous amène à d'autres questions sur le professionnalisme de la chose. Oui, mais pour revenir au scénario du pire, c'est sûr qu'à partir du moment où il y aurait vraiment un acte de dictature, il y aurait de la résistance. Et il y aurait de la résistance dans plusieurs États. Il y a des gouverneurs qui refuseraient de reconnaître la légitimité du nouveau président. Et là, on tombe dans un scénario de violence et de guerre civile potentielle. L'ensemble des États-Unis n'accepterait pas le passage des États-Unis à une dictature. Ça c'est clair. Et donc, je pense que c'est une raison pour laquelle le président préfère à tout prendre respecter les formes. Bon, donc, il respecte les formes démocratiques si elles lui sont favorables, mais s'il devait ne plus les respecter, c'est certain qu'il y aurait un réel chaos dans les États-Unis. Des États refuseraient de reconnaître cette légitimité. Et donc, on aurait une situation complètement explosive qui est donc potentiellement violente, organisée. Je suis déjà à ma dernière question. Et là, c'est ma dernière question aussi un peu ésotérique, pardonnez-moi. Je vous donne une petite boule de cristal chacun.
on va se projeter post-2028, hein, avec la prochaine élection dans le scénario où Donald Trump n'est pas sur le bulletin de vote. Là. C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous croyez que la démocratie américaine va revenir à ce qu'elle était, où on est déjà passé à une autre étape où ce sera très difficile de revenir en arrière, là, peu importe qui sera président ou présidente des États-Unis, M. Lauzon? Bien, la planète change. La planète change, pas seulement les États-Unis, on le voit même ici au Canada. La démographie change la donne beaucoup également. Alors, en 2028, est-ce que la démocratie, comme on l'a connue dans le passé, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, je pense à certains pays européens, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Mais cette démocratie-là va continuer d'exister et va continuer d'être extrêmement forte. Ça, j'en doute pas. Monsieur Lisée? Est-ce que ça peut revenir à une démocratie? Écoutez... Bien, c'en est une toujours pour moi, mais est-ce qu'une démocratie aussi saine? Non, je vais reprendre ma question. Bien, même si on basculait dans la dictature, l'Italie démocratique aujourd'hui est une ancienne dictature. Même chose pour l'Allemagne, même chose pour le Portugal. Donc, oui, la démocratie peut toujours se réinstaller. Et il y a toujours des forces qui veulent l'installer. Alors là, on peut se demander, même si c'était un autre républicain, disons J.D. Vance, c'est sûr que pour plusieurs des politiques de Trump, ce serait la continuité, mais probablement pas pour la totalité. Par exemple, l'idée du 51e État, d'après moi, c'est une idée de Trump. Est-ce que ce serait une idée de Vance? Je ne le sais pas. Donc, c'est sûr qu'il y aurait des modulations. Et dans la mesure où la démocratie est respectée, il y a un moment où les démocrates vont prendre le pouvoir. À ce moment-là, il va y avoir un rétablissement d'un certain nombre de principes démocratiques. C'est même dans leur nom. Donc, oui, moi, je pense qu'une situation dictatoriale américaine ne serait pas permanente. La question, c'est combien de temps ça durerait. On n'a même pas eu le temps file, mais de parler du redécoupage électoral aussi, qui est assez redécoupage électoral politique, qui est légal, mais pas très, très démocratique. Et ça, on voit que ça peut se faire des deux côtés, mais surtout du côté républicain et même commandé par le président Trump. On ne s'est pas non plus parlé des différents discours devant l'armée en détail, où c'était, ma foi, assez spectaculaire. Là, on avait un rallye politique devant les plus hauts gradés de l'armée américaine. Je pense que je vais devoir vous réinviter, messieurs, parce qu'il y avait encore... ça foisonne de sujets quand on parle des États-Unis. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Jean-Claude Lauzon, je rappelle que vous êtes ancien délégué général du Québec, entre autres à New York. Maintenant retraité, mais clairement encore très bien connecté et branché sur les États-Unis. Merci, M. Lauzon. Merci. Jean-François Lisée, auteur, ancien correspondant à Washington. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois, la liberté d'expression.